صباح الخير tout le monde, bonjour tout le monde. Donc, on commence notre troisième journée de ce workshop, Inno Robots. On avait la session mentoring pour les hackathons, elle est en continu. Nous avons Sam avec nous, donc pour les participants, ils peuvent toujours consulter Sam et Ahmed. Donc notre présentation, cette première présentation, c'est assurée par le professeur Hitam Ghazouani de l'Unité Carthage. Il va nous parler de l'IA, Exploring Artificial Intelligence, Innovations, Practical Applications and Ethical Issues. Merci pour cette présentation. Donc je vais commencer, bonjour tout le monde, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Hitam Ghazouani, je suis maître de conférence à l'Université Carthage, à l'Université de Carthage. Et donc aujourd'hui, je vais présenter un sujet qui concerne l'IA, mais dans un cas d'usage pour la production scientifique, mais on va aussi voir un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire le mauvais, voilà, les effets qui sont mauvais, surtout pour notre cerveau. Donc, on est en 2029 et une IA s'empare une IA, par exemple, ChatGPT de France s'empare du système de défense des États-Unis et estime que l'humanité, c'est une menace pour elle. Donc, elle déclenche des frappes nucléaires en Russie, en Chine, mais elle pirate aussi les usines de Tesla et manipule les robots pour tuer les survivants. Donc ça, c'est un scénario de science-fiction. Et heureusement pour nous que c'est de la science-fiction. Ça reste encore de la science-fiction. Et là, en 2029, elle sera classée. Donc, heureusement pour nous que c'est un scénario de science-fiction. Mais ça cache un peu un scénario qui est plus insidieux, qui est la menace pour notre cerveau. Donc pour comprendre un peu les choses, on va rentrer dans l'acte 1, donc ce que l'IA fait concrètement. D'accord ? Et je vais vous poser une question. Donc, Waqtesh, vous avez pris une décision sans consulter l'IA. D'accord ? Si vous êtes comme moi, si vous déléguez l'écriture des emails, le code, pour anecdote, j'ai un ami qui a le même âge que moi, et je vous assure que c'est vrai. Donc il a posé la question à ChatGPT, pour lui donner les inconvénients et les avantages. Non, du mariage. Du mariage. De toute façon, il est encore célibataire. Il est encore célibataire. Donc, cela nous mène à une dépendance vraiment qui nous fait réfléchir. D'accord ? Mais avant de penser au bedside, ma présentation, elle est normalement pour les thésards, pour les doctorants. On va la vraie question n'est pas ce que l'IA a fait, mais c'est ce qu'elle fait à notre cerveau. Avant de foncer dans cette logique-là,
J'aimerais commencer par les bienfaits de l'IA. Comment on peut utiliser l'IA et surtout pour la production scientifique. Comment on peut produire surtout rapidement en gardant la même qualité en utilisant l'IA. Et là, je pars d'une expérience personnelle. Et ça, je vous assure que c'est vrai. En 2017, donc, j'ai travaillé sur un article. Donc, depuis l'idée jusqu'à la soumission, donc, il m'a fallu 2 ans. 2 ans d'écriture, de codage, de revue de code. Et ça, c'était vraiment fatigant. Donc, j'ai fait le code from scratch. Donc, j'ai dû refaire des figures une douzaine de fois et des révisions épuisantes. En 2024, donc, depuis l'idée jusqu'à la recherche, pour un journal Q1, mais de meilleure qualité, donc, il m'a fallu 2 mois avec un code qui est hébergé sur GitHub. Donc, des expériences qui sont reproductibles. Donc, et tout ça, c'est grâce à l'IA. En plus de l'expérience. Il faut de l'expérience pour détecter que ce n'est pas que grâce à l'IA, mais bon, donc on peut gagner 2-3 mois grâce à l'expérience, mais pas 1 an et 10 mois. Donc, pas plus intelligent, mais meilleur arsenal. Et cet arsenal-là, c'est un arsenal d'agents. D'accord ? Oui. De toute façon, donc... Oui, de toute façon, j'estime que depuis 2012, donc je suis arrivé à une maturité intellectuelle. Tu es plus intelligent qu'en 2017. C'est pas. Oui, peut-être que c'est discutable, oui. Donc, le pipeline de l'IA. Donc, on part d'une idée, on fait de l'état de l'art, on dégage donc les research gaps et les hypothèses. On va piocher dans ces axes-là et coder. Et on produit des résultats. Si ces résultats-là sont satisfaisants, donc on va rédiger et soumettre un papier. Et dans chacune de ces phases, donc on peut utiliser un outil de l'IA qui peut nous faire gagner du temps. D'accord ? Donc, l'IA, elle intervient à chaque nœud de ce pipeline-là, sans remplacer la pensée. Mais là, ça reste des outils qui sont éparpillés. Donc, on peut utiliser dans chaque phase donc, un outil. Ce que je vais présenter maintenant, c'est, donc, on connaît les IDE, les IDE, qui sont les environnements de développement. Maintenant, là, il y a les ADE, ce sont les Agent Development Environment. À titre d'exemple, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous connaissez Antigravity. Est-ce que vous connaissez Antigravity? Est-ce que vous connaissez Cursor? Windsurf? Donc, ce sont des environnements qui sont augmentés par l'IA. Donc, avant ces environnements-là, comment je travaillais, c'était le chaos classique. Donc, script final, le final du final, figure 1, OK, mais à un certain moment, elle ne devient pas OK. Draft, mais draft soumis, c'était ingérable. Et pour le papier de 2017, donc j'ai changé de PC et j'ai perdu le code.
Donc, si on me demande de reproduire les expériences, je ne peux pas. En contrepartie, après, donc, ça, c'est la structure qui est générée par l'IA, qui est recommandée par l'IA, qui est adoptée par moi à chaque papier après. Donc, il y a projet, il y a code, data, experiments, les artefacts qui sont les figures, les tableaux qui sont sortis par les résultats du code. Donc, paper, donc, et là, c'est écrit. Donc, le premier draft, il est purement rédigé par l'IA, selon le code, selon les expériences. Et il y a le fichier, bien sûr, README, et tout ça, donc, il va être pushé vers le GitHub automatiquement par l'IA, par cet environnement-là. D'accord? Il suffit de donner les credentials à la machine, donc on va pusher avec cette structure-là, et là, on a le code qui va rester sur le GitHub. Votre travail est reproductible, et donc, c'est très bien organisé. Donc, l'IA organise l'espace, elle nous fait le premier draft, mais là, on conduit avec la pensée. Donc, ça fait gagner du temps, parce que en quelques minutes, et ça, c'est encore discutable pour l'effet sur notre cerveau, on peut donc de 0 à 50 par papier, donc ça peut être résumé en quelques minutes, de façon très organisée. D'accord? Donc, on peut faire des synthèses en utilisant Notebook LM, on peut rédiger automatiquement en utilisant donc, le bibliothèque donc, dans un fichier qui est très propre, .bib, et là, il suffit de faire donc, une revue de chercheurs. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'IA? Donc, elle fait l'identification auto des papiers, clés et lacunes, à l'aide de ce qu'on appelle le deep search. Ensuite, donc, il y a les résumés structurés. Et ça va nous faire gagner du temps parce qu'on va commencer directement par lire les résumés. Avant, donc, qu'on a les papiers pour avoir du temps, donc on lisait les abstracts. Mais les abstracts, parfois, ça cache la méthode. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'IA, elle résume la méthode, la méthodologie. Donc, elle nous génère un fichier native, .bib, qui est très propre. Donc, mais le chercheur, il reste garant de la pertinence. On va éliminer après une revue, on va éliminer des références et on va revoir après pourquoi. Donc, le workflow qui est assisté par l'IA, donc il y a la description en langage naturel, donc je vais décrire l'idée. Qu'est-ce qu'elle va faire l'IA? Elle va générer du code selon le code avec lequel on travaille, donc que ce soit du Python ou bien du R. Elle va exécuter automatiquement, elle va enregistrer les résultats en CSV, en JSON, et elle va produire des artefacts, des figures, des tableaux, et tout ça, ça va être organisé dans la structure. Donc, ce que vous faites, vous, maintenant, en tant que chercheur, ou nous, en tant que chercheurs, on va définir les hypothèses, on va interpréter les résultats, on va valider la rigueur des résultats, la rigueur statistique, ainsi de suite, et décider de la suite. Est-ce qu'on va publier, est-ce qu'on va faire une autre itération? Donc, ça génère des figures qui sont de qualité exceptionnelle, avec des figures vectorielles qui seront auto-incluses dans le papier. Après, l'IA, elle saura où exactement elle va inclure ces figures-là. Donc, elle va vous faire les tables LaTeX, qui sont généralement très dures ou bien très difficiles à gérer, qui sont générées automatiquement depuis les fichiers résultats CSV. Donc, elle va insérer les légendes, les références croisées. Donc,
برشا منكم سي سور راهو في الاوفرليف اللي يخدموا سورتو بالاوفرليف جاتهم المشكله نتاع لو طون دو كومبيلاسيون باسكو نو اون تونيزي اون بو با بايي دونك لهنا المشكل هذايا يمشي مع لي زونفيرونمون هذوما علاش خاطر on va travailler en local donc tout sera compilé en local donc le point texte donc le point bib ça sera en local la compilation ou le PDF généré en local et on a une visualisation sur le PDF donc donc ça fait 2 ans que je n'ai pas utilisé Overleaf. Oui, il faut juste avoir mais donc ça installe tout seul, donc ça télécharge. C'est l'IA qui télécharge. Donc, on va voir, donc il y en a plusieurs, mais on va voir comme exemple. Donc, on va voir comme exemple Antigravity, donc qui va connecter chaque nœud de ce pipeline-là de recherche. Donc, ça c'est donc je vais pour avoir une meilleure vue. Donc, ça c'est Antigrav. Donc, ça c'est l'arborescence, l'organisation. Ça c'est mon dernier papier. Ça, ce sont des courbes qui sont générées à travers l'IA, des tableaux qui sont générés à travers l'IA. Et là, je commence la revue de mon papier. Donc, là, il faut voir déjà la rigueur scientifique. Donc, là, par exemple, c'est le GitHub qui correspond à cet article-là et qui est automatiquement généré par l'IA avec un fichier README qui est très professionnel. Donc, il va présenter même comment citer l'article. Là, donc, on va commencer par entrer l'idée ici. On va demander à recommander une structuration de l'environnement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer les dossiers, il va générer le code, il va exécuter le code selon l'idée. Donc, on va lui donner le formalisme. Donc, en utilisant le langage naturel, et il va traduire ça en des formules mathématiques qui vont être insérées dans la partie théorique. Je vous montre la partie théorique. Donc, là, pour la partie théorique, donc là, vous verrez que c'est vraiment des équations qui font un peu peur. Donc, c'est Antigravity. Donc, c'est un copenseur intégré. L'agent lit les artefacts, comprend votre contexte, parce que là, il y a le contexte du code, il y a les artefacts, il y a tout. Donc, il va comprendre tout, il a une visibilité globale du contexte, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rédiger un papier avec une vision globale du code, du background théorique et tout. D'accord? Donc, un agent autonome qui écrit le texte, débug le code, résout les erreurs de compilation sans intervention. Donc, c'est quoi l'impact sur nous? C'est un focus qui est décuplé. Donc, vous gérez la réflexion scientifique, l'IA, elle s'occupe de la topologie. Maintenant, on va s'intéresser au revers de la médaille. D'accord? Donc, ChatGPT, ou bien OpenAI, elle a réussi à réduire le taux d'hallucination. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'hallucination? Je pense que tout le monde ici sait c'est quoi l'hallucination. Et là, donc dans le cas d'usage, fait la production scientifique, le problème c'est les références qui sont fabriquées. ما نعرفش كان سمعتوا بالكابيني دافوكا في أستراليا اللي شنو صار لها. Donc ils ont généré un rapport et les références الكلهم ce sont des références, la majorité des références sont des références qui sont fabriquées.
Et ce rapport, il a été facturé 700 000 $. D'accord? Donc, et ça, c'est vraiment à cause de l'hallucination. Malgré que l'hallucination, donc, tahat, mais le 40%, hatesh le 5%, donc c'est un facteur de 1 sur 8, mais ce 5%, une seule référence fabriquée dans un article, c'est un motif de rejet. Une seule référence. Mais là, ça peut être bien pour nous. D'accord? C'est bien pour nous, pourquoi? Donc, l'IA, elle peut encore inventer des références, des résultats et surtout des faits. Les références, je me fais bien. Mais des faits ou bien des résultats, ça c'est mauvais. Donc, mais ce qui est bien, c'est que tant que l'IA hallucine, le chercheur, il doit relire. Et votre cerveau, donc, il va rester dans la boucle. Il faut profiter de l'hallucination pour faire fonctionner notre cerveau. Donc, copier-coller sans vérifier, c'est... Donc, après, il faut placer l'IA comme auteur principal. Il ne faut pas faire ça. Ce qui nous mène à l'acte 2. Pourquoi le junior doit faire le chemin? Donc, j'estime que je fais partie des seniors, au moins pour mon âge. Donc, je suis passé du bas de l'échelle jusqu'à... Donc là, j'ai le droit d'utiliser l'IA et surtout, j'estime que je connais comment utiliser l'IA. Par contre, un chercheur junior, donc là, il doit faire tout le chemin. Donc, pour comprendre pourquoi, il faut savoir qui fait shmokhna. Donc, il va acquérir les connaissances. Donc, l'enseignant, il présente la théorie. Donc, l'étudiant, il va recevoir ça à travers son cortex préfrontal qui va être activé avec l'hippocampe ou qui m'a la mémoire centrale pour stocker ces informations-là. On fait de la pratique. Ce sont les ganglions de la base qui vont automatiser ça donc le disque dur de notre cerveau à travers des connexions. D'accord? Mais les connexions sont estimées par l'étudiant حسب الفهم نتاعو نتاع التhéorie. هذاك علاش تجي la phase نتاع la métacognition. Et cette phase là تجي من الاغلاط اللي نعملوهم في البراتيك. Donc ولهنا يرجع الcerveau il désactive les connexions qui ne sont pas efficaces. Et ça c'est la dernière phase. Donc وقت اللي احنا qu'est-ce qu'on fait? On va court-circuiter une étape اللي هي donc on va déléguer l'IA, on va pas faire des fautes. Qu'est-ce qui se passe? On va encoder les lacunes اللي تعلمناهم في التhéorie في les connexions. Donc في les connaissances. Donc pour un peu faire une analogie, vous connaissez le problème le taxi londonien. Donc, قبل ما يجي GPS, شنو كان يعمل التاكسي londonien? Donc, il mémorise 25 000 noms de rues. Donc, les taxis londoniens, ils ont des hippocampes qui sont hypertrophiés. Donc, avec 3 à 4 ans de formation, avec des cartes mentales qui sont ultra denses. Donc, maintenant, l'utilisateur du GPS, il a un hippocampe passif. Donc, pas d'activation neuronale, pas de carte mentale, et donc il a perdu son signal réseau. Donc, c'est ce qu'on appelle le Google Effect.
Le Google Effect, c'est quand on a besoin d'une information. Avant l'Internet, on cherchait dans les livres. Maintenant, on va taper donc, dans Google, et ça, c'est le Google Effect. Donc, et ça permet d'appauvrir notre faculté à mémoriser. Maintenant, l'IA générative, elle fait pareil, mais puissance 1000 à notre cerveau. Donc, et cela n'est pas que des paroles dans l'air. Donc, MIT, donc une expérience fi juin 2005, donc 54 participants, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé en 3 groupes. Donc, groupe, donc la même tâche, groupe يخدم BGPT 4o, groupe يخدم بالانترنت هكا sans LLM, ou groupe يخدم donc مخو هكا. Oui. Donc, pour le groupe mental brain only, donc la capacité elle est maximale. Pour ceux donc, qui travaillent seulement avec Internet, c'est l'activité cérébrale elle est intermédiaire. Par contre, ceux qui travaillent avec GPT 4.0, donc il n'y avait presque pas d'activité cérébrale. Donc, c'est ce qui fait une dette, ce qu'on appelle une dette cognitive. Donc, c'est quoi une dette cognitive? Donc, c'est de résoudre vite avec l'IA aujourd'hui, mais on aura des lacunes massives demain. Et ça, c'est à court terme. Imaginons l'effet à long terme. Donc, c'est comme la dette technique, le bug, donc ça génère donc, un chaos total. Je vais passer vite. Donc, si on fait l'analogie par rapport à un chef cuisinier étoilé, donc, et la question pour les chercheurs, êtes-vous chef étoilé ou bien apprenti commis? Donc, comment ça se passe dans la cuisine? Il y a les commis qui épulchent les patates, ou les plants. Il y a les chefs partis qui font les cuissons, spécialistes في cuisson, واحد في الصوص, واحد في اللحم. وثم les sous-chefs qui coordonnent, et il y a le chef étoilé qui a la vision globale. إذا كان أنا chercheur junior, donc ونحب نستعمل l'IA باش نعمل article, c'est comme si je brûle toutes les étapes ونمشي, je me positionne en tant que chef étoilé باش نطيب tout un plat ونحبو يجي به. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer donc, par toutes les étapes. Et donc, le junior donc, qui délègue trop tôt essaye de diriger une brigade sans avoir jamais épulché une pomme de terre. L'IA, donc, elle lui livre un code parfait qu'il ne comprend pas. Donc, je vais essayer de vous poser la question, ou bien de se poser la question. Donc, est-ce que l'IA va nous rendre plus bêtes? Heureusement, la réponse est non, mais on peut le faire, on peut se rendre bête tout seul. Donc, si on choisit systématiquement le chemin le plus court. Donc, on a la possibilité d'utiliser l'IA soit comme béquille, donc, et ça va causer une atrophie progressive de notre cerveau, ou bien donc, comme un sparring partner pour aiguiser notre expertise, pour décupler notre expertise. Donc, la paresse n'est pas un bug, c'est une caractéristique اللي خديناها من l'évolution. علاش؟ خاطر notre cerveau شنو يعمل؟ il va essayer de minimiser la consommation تاع السكر والoxygène. Mais là, donc, si on cède à ça, donc, on va donc باش نمشيو في الchemin lourd. Donc, je vais finir par des questions. Donc,
qui vont peut-être animer la discussion. Donc, comment former des chercheurs juniors, solides à l'ère de l'IA, sachant qu'il y a des outils comme Antigravity qui font tout? Faut-il des périodes sans IA, c'est-à-dire un sevrage sans IA, donc qui sont obligatoires dans le cursus? Comment distinguer un bon chercheur IA augmenté d'un simple prompteur? Et ça, donc il y a une différence majeure entre ces deux-là. Qui est responsable des erreurs dans un papier coécrit avec une IA? Et l'IA homogénise-t-elle la recherche ou en diversifie-t-elle les idées? Donc, ça pose des problèmes par rapport à la propriété intellectuelle, donc à l'empreinte carbone, à la souveraineté numérique, ainsi de suite. Ça, c'est des angles morts de l'éthique de l'IA. Donc, j'ai choisi de me concentrer sur le cerveau parce que le cerveau, c'est la racine. Une société qui ne sait plus former ses enfants à penser s'effondre, quelles que soient ses lois, quels que soient ses brevets. Donc, c'est un danger qui menace nos chercheurs, nos étudiants et nos enfants. Donc, il faut s'armer pour battre ce fléau-là. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder encore plus. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt pour la discussion. Non, la priorité, c'est pour le brancher.